avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, je reçois Nina Ramen, entrepreneure et militante féministe française, maman d'un petit garçon. Nina consacre sa carrière à la promotion de l'égalité des sexes à travers le copywriting en marketing. Elle a fondé sa propre entreprise, Ramène ta fraise, où elle utilise ses compétences en écriture pour aider les femmes à prendre la parole et à faire entendre leur voix. Convaincue que la visibilité et les opportunités financières sont essentielles pour la liberté et l'égalité, elle s'engage à créer une société plus équitable. Nina nous partagera son expérience unique de la maternité et de l'entrepreneuriat en nous parlant des nombreux défis qu'elle a dû surmonter, notamment le lancement de son entreprise tout en étant enceinte. Elle nous expliquera l'importance cruciale d'avoir des infrastructures adaptées, comme des salles d'allaitement et des frigos dans les entreprises pour soutenir les mères et les familles. Nous discuterons également de la répartition des responsabilités parentales. Nina livrera ses réflexions sur la charge mentale des femmes, son choix de ne pas allaiter, et la manière dont elle et son conjoint, Thibaut, ont négocié leur partage des tâches parentales. Vous allez voir, c'est particulier. Vous serez touchés, comme moi je pense, par l'honnêteté de Nina, lorsqu'elle parle des moments de doute et des difficultés qu'elle a rencontrées en tant que mère, tout en reconnaissant le soutien inestimable de son partenaire. En outre, nous aborderons les critiques du productivisme et du capitalisme dans le contexte de la maternité et pourquoi il est essentiel de repenser notre approche de l'égalité homme-femme au travail. Nous parlerons aussi des efforts de Nina pour donner une voix aux femmes, en les encourageant à partager leur expérience et à combattre les stéréotypes de genre. Nina nous livrera des anecdotes personnelles, des moments significatifs de connexion avec son enfant et comment elle gère sa culpabilité en utilisant des stratégies comme l'écriture et le partage sur les réseaux sociaux. Elle nous parlera de son engagement à créer une société plus égalitaire et des outils qu'elle utilise comme le Build in Public pour briser les tabous et promouvoir une plus grande diversité dans les récits sur la parentalité. Préparez-vous à une conversation riche, pleine de défis et de réflexions qui remettent en question les standards traditionnels de la parentalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify, là-bas je peux même vous répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description de l'épisode. On y va tout de suite avec ma première question. Quels sont les aspects de la maternité qui t'ont le plus surpris ou déçu par rapport aux attentes que tu avais ? Alors peut-être déjà, tu peux nous dire quelles attentes tu avais. Je vous souhaite une bonne écoute. Tu sais, il y a cette fameuse phrase dans les dessins animés, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ouais. Comme si avoir des enfants et être heureux étaient en fait finalement intimement liés. Alors qu'en réalité, tu peux être heureux sans enfants, tu peux avoir des enfants sans être heureux. Et cette phrase, je trouve c'est vraiment la quintessence de moi, mes attentes dans la maternité. C'est-à-dire que j'ai toujours grandi, enfant des années 90, avec cette image de ces représentations des femmes en tant que mère. Et puis d'ailleurs, en grandissant dans la société, j'ai toujours bien compris, directement ou indirectement, qu'une des voies d'accomplissement d'une femme, c'était la maternité. Je me suis pas posé la question de savoir si je voulais des enfants ou pas. Je me suis rentrée un peu dans ce qu'on appelle l'escalator. C'est Victoire Tuaillon qui parle de l'escalator, qui est que en fait, tu commences par les dates, puis après, t'as le premier rendez-vous, puis après, t'as le deuxième, t'as le troisième, puis après, tu finis par te marier, puis tu finis par avoir des enfants, et puis t'es dans l'escalator, en fait, de la relation. Et ben, moi, je m'attendais à avoir l'escalator de la relation et un peu le mode par défaut, quoi. Et donc, mes attentes par rapport à ça, elles étaient liées, finalement, au fait que devenir mère allait me rendre heureuse. Même si j'étais déjà heureuse, mais elle allait me rendre encore plus heureuse. Voilà, ça allait être un bonheur absolu, génial, voilà. Ça, c'était mes attentes. Okay. Attentes, somme toute, assez calquées à l'image qu'on peut se faire quand on voit, par exemple, la pub pour un lait maternel où on voit une femme trop heureuse, quand on voit la pub pour, voilà, un truc assez classique, on voit plutôt une femme assez heureuse, souriante, avec son enfant qui le câline, qui le cajole. À cela s'ajoute un peu le côté instinct maternel où on te dit l'instinct maternel ça existe, etc. Donc moi je me suis dit bon allez hop, autoroute vers la maternité, on se pose pas de questions, go quoi. Et je trouvais le mec pour et tout. Bon. C'est bien. Voilà. C'est un bon début. Oui, exactement. Et donc tu rencontres cette maternité. Alors. Et donc ou cette maternité te rencontre. Cette maternité me rencontre déjà pendant la grossesse. Déjà je me rends compte qu'il y a baleine sous gravier parce que les 3 premiers mois de grossesse, j'ai envie de vomir, c'est horrible. Je me sens pas bien, en fait, dans mon corps. Je dors mal avec tous les désagréments du premier trimestre. Et ça, tu savais pas avant ?
Alors, je savais que ça existait, mais je ne l'avais pas vécu dans ma chair. Donc, Ah oui, il y a vraiment ce décalage, d'accord. Là, je le vis dans ma chair. Et là où je décide de faire une première entorse au règlement, c'est que moi, je décide de le dire publiquement, ouvertement à tout le monde que je suis enceinte, alors que normalement, on te dit qu'il ne faut pas le dire avant les 3 mois. Mais moi, je me suis dit, mais les gars, moi, je souffre trop là. Je ne vais pas déjà souffrir et en plus devoir le cacher au monde entier. Et donc, il y a un livre que je recommande qui s'appelle 3 mois sous silence. De Judith Akin. Exactement. Qui explique qu'en fait, c'est au moment où les femmes le souffrent le plus qu'on les silencie le plus. Pour finalement, encore plus, c'est pas un hasard, c'est le moment où tu souffres le plus le premier trimestre, où on dit à tout le monde, et notamment aux femmes, n'en parlez surtout pas. Donc, même si évidemment j'étais au courant du fait qu'on pouvait avoir des nausées, etc., si tu veux, j'avais pas beaucoup de récits de femmes qui me racontaient cette période, tout simplement parce que c'est la période où on t'encourage à ne pas partager ta grossesse. Donc là, j'ai commencé à sentir qu'il y avait un petit truc, et puis déjà, j'ai commencé à pas trop être d'accord avec l'escalator. Tu vois, j'ai fait, OK, les gars, là, on va prendre la tangente. Et donc, j'ai commencé à partager ça et j'ai commencé à documenter aussi ce que je vivais. Documenter au sens où moi, je crée du contenu sur Instagram et sur LinkedIn. Et donc, je racontais ce que je vivais. Ça, c'est une première chose. Donc, la maternité m'a rencontré ça a été une première étape. Je raconterai un petit peu ce qui s'est passé quand j'ai commencé à en parler, si tu veux, on en discutera après. Mais c'est une première étape de la découverte de la maternité. Deuxième étape, l'accouchement. J'ai accouché par césarienne. Bon, voilà. Alors, entre-temps, j'avais pris 30 kilos, j'étais un ballon qui roulait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai lancé ma boîte au même moment. Moi, j'ai lancé ma boîte au moment où j'ai découvert que j'étais enceinte. Et donc, j'ai 9 mois pour créer une boîte rentable. Les 3 premiers mois où j'ai la nausée. Et puis après, bon, j'ai 6 mois de plus. Et si tu veux, j'accouche. Donc, j'ai pris mes 30 kilos, j'accouche. J'ai ma boîte qui fonctionne plutôt pas trop mal. Et là, disons que pendant 9 mois, j'ai le sentiment quand même d'avoir beaucoup donné physiquement. Enfin, tu vois, j'ai quand même beaucoup donné physiquement. J'accouche, me dis, OK, super libération, je suis plus enceinte. Puis en fait, je me retrouve avec un nouveau-né dans les bras. Et là, ça se passe plutôt bien. Voilà, la rencontre se passe plutôt bien. Et après, le premier trimestre, enfin le premier trimestre, mais les 3 premiers mois de Léon, je me retrouve à me remettre au travail et là, ça devient On appelle ça le 4e trimestre. Ouais, le 4e trimestre. Là, c'est un peu plus la galère. Mais bon, globalement, ma rencontre avec la maternité, pour répondre à ta question, mes attentes, c'était ça va te rendre super heureuse. La réalité, c'est un job quand même parce que t'es enceinte, c'est quand même compliqué. Et puis après, l'enfant arrive. Il fait passer nuit, il faut lui donner un biberon toutes les 2 heures, 4 heures, etc. C'est suffisamment difficile pour que je me dise, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. Je pensais pas que tu allais devenir bodybuilder. Ah ouais, non, mais je te jure, c'était alors vraiment... Alors que ça prend une énergie folle. Quoi. Tu construis un être humain. Quoi. C'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Et le fait d'avoir ma boîte à côté, ça a fait que moi, j'ai dû vraiment mener les deux de front. Et ouais, probablement que ça a été une énergie en plus. Alors, avant d'aller dans le détail de tout ça, il y a ce moment-là que tu évoques, tu parles des 9 mois où tu as porté l'enfant, qui n'était pas facile. Tu as fait une vidéo sur les réseaux que moi j'ai vue, où je me suis dit, tiens, je me suis dit 2 choses. Je me suis dit dans un premier temps, waouh, c'est incroyable ce qu'elle est en train de dire. D'un autre côté, je me suis dit, waouh, mais attends, pourquoi est-ce qu'elle veut mettre ça en place par rapport à son lien avec son enfant? Et donc, dans cette vidéo, ce que tu nous racontes, c'est que tu as décidé de demander à ton mec de prendre en charge le bébé pendant 9 mois. Puisque toi, tu t'en étais bien occupé pendant 9 mois déjà en le fabriquant. Comment t'es venue cette idée et quelles émotions et pensées t'ont traversé à ce moment-là? Je sentais que déjà, il y avait un petit sujet, tu vois. Quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, OK, premier trimestre, vraiment, vraiment compliqué. À ce moment-là, je me rends compte que la grossesse est un travail. Est un travail dans le sens où tu dois faire particulièrement attention à ton corps, tu dois faire particulièrement attention à ce que tu manges, à ce que tu fais. Enfin, c'est une vigilance déjà du quotidien. En plus de ça, tu peux te retrouver effectivement à avoir des nausées, à devoir aller à des rendez-vous médicaux. Tu te retrouves à faire un travail qui est certes non rémunéré, mais un travail, quoi. Et donc là, je commence à me dire, OK, je suis quand même la seule à assumer ce travail aujourd'hui, dans le sens où l'enfant il est rattaché à moi. Et je me rends compte très vite que ça me prend beaucoup d'énergie, beaucoup de sommeil. Et très vite, je comprends que il va falloir que je rattrape tout ça, quoi. Que, en fait, moi, je me voyais pas dormir, je voyais prendre du poids, je voyais vraiment que j'avais donné mon corps au service de la grossesse, vraiment. Et je me dis, bon, il y a un moment où il va falloir que je prenne plus soin de moi. Parce qu'en fait, tu te dévoues, finalement, ton corps est occupé. Ah oui, que tu le veuilles ou non, par ce qui se passe dedans, quoi. Là, t'as pas trop le choix, en effet. T'as pas le choix. Ça se fait assez naturellement. En fait, on en parle pendant la grossesse. Moi, je dis à Thibaut, écoute, je te préviens, moi, j'ai fait 9 mois, tu vas faire les 9 mois suivants. OK. C'est donc avant l'accouchement. Avant l'accouchement, largement avant l'accouchement. Vraiment, pendant la grossesse, on en a discuté. Et la deuxième chose aussi qui s'est passée, c'est que je me suis rendu compte que moi, j'ai grandi sans mon papa. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Et une des peurs que j'avais, c'était la peur que mon conjoint ne crée pas de lien suffisamment avec mon enfant. Et c'est un peu une phobie que j'avais. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'avais cette peur-là. Tu vois. Enfin, je m'en doute un petit peu parce que je suis allée beaucoup chez le psy. Mais bon. Sûrement une histoire de blessure. Voilà, c'est ça, sûrement. Et finalement, je dis à Thibaut, donc mon conjoint,
Écoute, moi, je pense que ce serait bien que tu gères Léon les 9 premiers mois. Comme ça, moi, j'ai le temps de me remettre. Finalement, comme ça, on fera 50-50. Souvent, on dit on fait 50-50 à la naissance de l'enfant, mais on oublie qu'en fait, la nana, elle a fait les 9 mois avant, tu vois. C'est ce que tu dis dans ta vidéo, et c'est vrai, je me suis dit, putain, c'est ça que j'ai trouvé brillant chez la mais c'est vrai, il y a déjà un crédit qui est entamé de la part des pères ou des coparents. Qu'est-ce qu'on fait, quoi, pour rattraper ce crédit? C'est ça. Et en fait, je pense que c'est le problème de vouloir faire 50-50. Ouais. En fait, moi, je pense pas qu'il faut faire 50-50. Parce que les femmes, déjà, elles sont dans une société où, grosso modo, c'est plus compliqué pour elles. Donc, en fait, on devrait faire plus que 50-50, peut-être 60-40, tu vois, ou 70-30, ou 80-20. Enfin, je te dirai un petit peu comment est-ce qu'on a fait évoluer cette répartition. Mais en tout cas, tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est au fur et à mesure de la grossesse qu'on en a discuté de plus en plus. Et Thibaut m'a dit oui. Il m'a dit OK. Et je lui ai dit, écoute, go. C'est vrai qu'à partir de la naissance de Léon, Thibaut a fait toutes les nuits. Et encore aujourd'hui, Léon a 2 ans. Et Thibaut continue de faire toutes les nuits. Il a donné tous les biberons la nuit, surtout la nuit. On est dans le cas où il n'y a pas d'allaitement maternel. Ouais, moi, j'ai pas allaité. Ce qui a fait partie des raisons pour lesquelles j'ai pas allaité, pour le coup. Ah ouais. Ouais. Il y a une partie de moi qui voulait pas allaiter aussi parce que je savais que ce serait un travail comme la grossesse, un travail que tu choisis pas, mais un travail quand même où. Enfin, que tu choisis. Enfin, ouais, c'est un travail quelque part que tu choisis, mais tu choisis pas en fait à quel moment, comment tu vas le faire. Enfin, quand tu choisis d'allaiter, je sais que ça représente du temps, des heures passées. Je sais plus c'est quoi la stat. Ça a été mesuré, je l'ai plus en tête non plus, mais c'est des milliers d'heures d'allaitement. C'est des milliers d'heures d'allaitement, ouais. Et allaiter, c'est un travail, tu vois, pour le coup. Et donc je me suis dit, ok, bon, est-ce que j'ai envie de travailler et de remettre mon corps à disposition de cet enfant, même si je l'aime énormément. Est-ce que j'ai envie de ça? Et deuxièmement, est-ce que c'est pas le moment de moi m'occuper plus de moi? Et de laisser un peu Thibaut faire sa part. Et donc, on est parti là-dessus, on s'est tapé dans la main et on s'est dit, OK, les 9 premiers mois, c'est moi qui gère. Et c'est un peu le parent principal, quoi, tu vois, le parent référent. Évidemment qu'on est tous les deux parents, que j'ai gardé Léon, que je m'occupais de lui, etc. Dans le fameux réel, un moment, c'est un réel, donc forcément, les choses sont coupées. Et dans ce réel, un moment, je dis, oui, je m'occupais pas de mon enfant, il pleurait la nuit, je m'en occupais pas. Mais la réalité, c'est que par défaut, au lieu que ce soit à moi de m'en occuper, c'était à lui de s'en occuper. Et évidemment, moi, j'étais parent suppléant. C'est-à-dire que quand il pouvait pas, je le faisais. Mais c'était lui, disons, le parent principal. Et par défaut, c'était lui. Et pas l'inverse. Et ça a créé une vraie dynamique pour la suite. Alors, il y a une question forcément qui me vient parce que, bon, j'ai déjà parlé de l'instinct maternel avec Ingrid Baillot, c'est une construction sociale, je vais pas revenir dessus. Je renvoie les gens vers l'épisode en question. Mais nous, par exemple, ce qu'on a connu avec ma compagne à la naissance de notre première et notre deuxième enfant, par ailleurs, c'est le fait de vouloir rester avec vraiment dès le début, tous les deux, hein, par ailleurs. Bon, elle allaitait 4 ans la première, donc ça a duré un moment. Mais tu vois, il y avait vraiment cette volonté. Ça, c'est l'autre point qui m'a surpris dans la vidéo. Alors, sans jugement aucun, hein, ça m'a juste interpellé en me disant « Attends, mais elle n'avait pas envie de rester près de son bébé ?» Ouais, c'est une question intéressante. Ouais, effectivement, la question que tu te poses, c'est à quel point tu avais envie. Et franchement, non, j'avais pas envie de me lever à 4h du mat pour finir un biberon, quoi. Franchement, non. En fait, j'avais pas envie de me sortir de mon sommeil. J'avais pas envie. Non, j'avais envie de dormir. J'avais pas du tout envie de me lever. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas envie de me lever pour aller passer une demi-heure à côté du lit de Léon pour lui dire « Chut, tu fais dodo », ce qu'on fait. Non, en fait, j'avais pas envie. J'aimais pas ça. Après, je le fais et je l'aurais fait si j'avais été seule ou si Thibaut avait pas été là. Il y a des nuits où j'étais seule avec Léon et je l'ai fait. Mais c'est pas un plaisir d'interrompre mon sommeil, quoi. Et en l'occurrence, on parlait des nuits. Non, voilà. Et après, donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est à quel point j'avais du plaisir et j'ai du plaisir dans la vie aujourd'hui à m'occuper de mon fils. Et c'est vrai que le rôle de mère, aujourd'hui, entre 0 et 2 ans de mon enfant, je peux pas dire que c'est 100% de plaisir. Je dirais que c'est 80% de galère et 20% de plaisir quand même. Ok. Ouais, mais ouais, tu vois. Et moi, je suis pas la même stat, toi. Et tu vois, mais je suis hyper transparente avec ça parce que pour le coup, en fait, moi, j'aurais aimé avoir d'autres discours. Moi, la plupart du temps, je suis en hypervigilance. Donc, j'ai toujours peur qu'il se fasse mal, qu'il tombe et tout. Donc, ça me fout des angoisses absolues. Bon, quand on joue en pied des cubes, moi, c'est pas ma passion. Tu vois. Et c'est vrai que j'aime bien le voir, mais finalement, l'activité, souvent, je m'ennuie. Et le travail aujourd'hui que c'est, de m'occuper de mon enfant, j'y prends pas beaucoup de plaisir, tu vois. Je prends du plaisir certaines fois et c'est génial. Mais disons qu'une grande majorité du temps, c'est quand même quelque chose qui est assez contraignant. Et je me dis, c'est aujourd'hui. Et peut-être que quand il aura 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ça va changer. Et je culpabilise pas. J'essaie de pas culpabiliser. On en parlera peut-être après. Mais en tout cas, je me dis, bon, 0, 2 ans, Nina, c'était
c'était pas ton moment. Peut-être que quand il grandira, ça changera. Et je pense que ça changera d'ailleurs. Alors, moi, je peux que te... Parce qu'en fait, quand je t'entends parler des activités, là, j'entends aussi des choses qui sont très cadrées, des activités qu'il faut faire dans tel ordre, de telle manière, etc. Alors, je te donne peut-être une piste de réflexion pour les années à venir, c'est de te renseigner sur ce qu'on appelle les apprentissages autonomes et les apprentissages spontanés et le jeu libre. Tu as John Holt qui a écrit dessus, Peter Gray aussi, qui est aussi passé dans le podcast. Et en fait, donc comme je te disais en off, moi j'ai fait l'instruction en famille avec ma fille. En fait, moi j'ai pas connu ça parce que on n'a pas du tout la même approche des activités quand on passe par ce chemin-là. Et je me dis qu'en plus, avec l'âme d'entrepreneur et tout que tu as, ça peut vraiment peut-être te filer des pistes, et donc pour l'auditoire aussi. Tout ce chemin vers les apprentissages spontanés, ça ouvre en fait une relation au jeu de l'enfant qui est très très différente de ce qu'on connaît habituellement. Et ça peut peut-être te donner une piste de réflexion pour la suite. Il y a une question quand même que je me pose, il y a du coup 2 questions, c'est est-ce que tu as pris ton congé mat jusqu'au bout et qu'a pris Thibaut? Ouais, alors ça c'est super intéressant comme question. On s'est débrouillés tous les deux et je pense que ça fait partie des facteurs clés de l'équilibre qu'on a aujourd'hui. On a pris un congé paternité et maternité qui était de la même durée et on s'est mis à retravailler ensemble. Okay. Au même moment, le même jour, on est partis au travail tous les deux. Okay. Et c'est vrai que finalement aujourd'hui, l'équilibre, c'est vrai que Thibaut, il est encore en charge majoritairement du travail parental. Donc est-ce que finalement les premiers mois qu'on construit avec son enfant, ça présage pas aussi de l'équilibre qu'on va construire pour la suite, tu vois? Je peux que te rejoindre là-dessus. Moi, pour ma grande Sarah, pareil, je suis resté 3 mois avec 2 semaines de décalage. C'est-à-dire que ma compagne a repris le travail 2 semaines avant moi. Et ça a été génial d'être en autonomie, du coup, vraiment seul avec l'enfant. Et c'est la meilleure décision de ma vie. En termes d'équilibre, en termes de relations et tout. Donc, je peux que te rejoindre sur ce constat-là. Quand on peut le faire, il faut le faire. Ouais, et tu vois, je pense que le fait que Thibaut ait pris sa part, et même plus que sa part, parce qu'en réalité, il a pris 80% du travail parental, sincèrement, pendant le congé maternité et paternité. Et encore aujourd'hui, je dirais que la répartition, elle est c'est davantage Thibaut qui s'occupe de Léon. C'est resté le parent principal, en fait, tu vois. Entre guillemets, on dit parent principal. C'est un peu le truc de... Enfin, par défaut, parce qu'on essaie de calquer ça au fait que finalement c'est des mères qui sont toujours... Oui, c'est du sexisme en fait. Finalement, il y a aussi beaucoup de sexisme dans le fait que c'est d'abord les mères le parent principal. Le but, c'est pas de faire l'inverse et de dire qu'il faut que ce soit que les pères. Le but, c'est d'arriver à trouver un équilibre. Mais en tout cas, nous, la voie à laquelle ça a mené, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, Thibaut, il est quand même en majorité en charge le travail parental et c'est resté comme ça. Et c'est ça qui est fou. C'est ça la suite de ce réel, en fait. Le réel, il dit, Thibaut s'est occupé de Léon les 9 premiers mois et il a continué. Et c'est ça, du coup, les 2 ans après. Et finalement, aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus notre équilibre. Ouais. Et si demain, il te dit, écoute, là, Léon, il a 3 ans. Ça fait 1 an et demi que je m'en occupe plus que toi. Donc, tu me dois 1 an et demi de travail de répartition inversée. Est-ce que ça marche aussi? Est-ce que ça marche aussi? En fait, cette question n'était pas prévue. Ouais, c'est tout l'équilibre de qu'est-ce que tu apportes dans le couple et comment tu apportes. Disons que là, aujourd'hui, on a réparti les tâches de manière à ce qu'effectivement, Thibaut s'occupe de Léon la majorité du temps. Mais la contrepartie, c'est que moi, j'apporte la contribution plus financière, plus dans tout cet aspect-là au foyer. Et donc, c'est vrai qu'on a trouvé cet équilibre-là. Mais moi, non, je crois que ça me plairait pas parce qu'aujourd'hui, tu vois, moi, je suis hyper heureuse en fait dans mon travail. J'ai une boîte qui marche trop bien, ça explose et tout, je suis trop heureuse. Je sais pas si moi j'arriverais, mais peut-être qu'on pourrait envisager de déléguer. Et je pense que c'est ça que je comprendrais qu'au bout de 3 ans, il ait envie de passer plus de temps peut-être dans sa carrière, même si il va avoir une promotion et tout, donc c'est pas le sujet. Mais d'ailleurs, je pense que le travail parental ralentit davantage les femmes dans leur carrière que les hommes, tu vois, parce que Thibaut s'occuper de Léon à plein temps pendant 2 ans, ça l'a pas empêché d'avoir une promotion, tu vois. À quel point moi ça m'aurait ralenti, c'est notre question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que ce que j'aurais suggéré, c'est de déléguer ce travail-là que lui il occupe. Peut-être moi j'aurais pas voulu le prendre en charge, pas aimé le prendre en charge, et c'est pas ma manière de vivre ma parentalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette manière-là de m'occuper de mon enfant, c'est pas celle qui me va. Quand il aura 5-6 ans, peut-être que ce sera plus le cas, mais aujourd'hui je le sens pas. Par contre, déléguer, recruter quelqu'un pour avoir gérer. Une personne au pair aussi. Voilà, tu vois, une personne au pair, exactement. Et je pense qu'en fait, il vaut mieux toujours avoir un parent heureux et épanoui, quitte à ce qu'elle s'occupe, et moi c'était mon
mon cas, moins de son enfant, plutôt que d'avoir quelqu'un qui est en dépression. Parce qu'on sait que la première cause de mortalité chez les femmes dans l'année qui suit leur accouchement, c'est le suicide. Et donc la réalité de ce que je peux porter, moi, comme discours, c'est plus de dire, c'est OK. Si t'as pas envie de gérer ta maternité comme ça, tu vois, de t'infliger tout ça, et ça fait pas de toi une mauvaise mère, et ça fait pas de toi une mauvaise personne, plutôt que de te dire tu vas te forcer à gérer certaines tâches parce que il le faut et parce que la société, le regard que les gens portent sur toi est celui-ci. Donc finalement, moi j'encouragerais, et on a la chance de pouvoir le faire. Je pense que si ça devait se passer, on délèguerait plus. Complètement. Après, je pense que tu as conscience aussi que là, tu es en train d'exploser à grands coups de masse la plupart des standards traditionnels de la vision du couple, de la maternité et de la parentalité. Alors, je m'en suis rendu compte sous les commentaires du réel que j'ai posté sur Instagram, sur mon compte. Tu as su beaucoup de critiques ? Je me suis rendu compte que j'explosais beaucoup de stéréotypes en lisant les commentaires qui étaient d'une violence, je pense, que j'ai rarement vu sous un post. Mais... Ouais. J'en ai fait 2 sur le sujet de la maternité, et à chaque fois, ils portaient une voix où je disais, oui, pour moi, c'est pas le bonheur absolu, et je le fais, et j'aime mon enfant, mais j'aime pas être mère. J'aime pas le travail maternel. Aujourd'hui, ça veut pas dire que ce sera comme ça toute ma vie. Et sous le post, et sous le réel, j'ai laissé les commentaires. Sur celui-là, il y en a un sur lequel j'ai fermé tellement c'était violent. Et c'était la première fois que je m'exposais à ce genre de message de manière aussi violente. Mais je me rends compte en le disant à quel point on est attaché, et la société est attachée, les gens qui sont dedans sont attachés au fait que une mère et une femme, elle doit s'occuper de son enfant, qu'elle doit aimer ça, que l'instinct maternel, que c'est naturel et que c'est biologique, ce que moi je combats en fait. Je ne pense pas qu'en fait il y a un gène de l'instinct maternel, je crois pas du tout. Non, mais ça a été démontré que ça n'existe pas. Ça a été démontré. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça existe encore. Et donc je pense que plus il y aura de voix qui pourront dire oui, moi je suis mère, mais il y a des choses que j'aime pas dans la maternité, dans la parentalité, et plus il y aura de possibilités en fait de traiter cette maternité différemment, de soulager les femmes, d'alléger aussi ce qu'elles vivent, et de trouver d'autres solutions en fait, tu vois. Alors, j'ai l'impression que dans ton discours aujourd'hui, il y a ce côté que tu es contente d'être mère, donc tu as bien dit que tu n'aimes pas le travail maternel, mais tu es contente quand même d'être mère du coup, mais dans les conditions dans lesquelles tu vis cette maternité. Est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir un vrai regret maternel si les choses de la vie t'avaient amené à devoir assumer cette part de Thibaut par exemple ? Franchement, je pense vivre dans les meilleures conditions de maternité qui puissent. C'est-à-dire qu'avec un conjoint qui... En tout cas, qui te convienne. Qui me convient, voilà, exactement. Avec suffisamment d'argent pour déléguer quand je dois le faire et quand je peux le faire, et avec une famille autour de nous qui peut prendre l'enfant. On a les grands-parents qui sont là et qui habitent pas loin, qui peuvent prendre Léon. Là où aujourd'hui, en fait, on est des parents isolés, tu vois. Ouais, donc avant, on élevait les enfants en tribu. Donc je pense sincèrement avoir les meilleures conditions. Et malgré ça, c'est difficile, tu vois. Et malgré ça, c'est la survie. Et malgré ça, j'ai quand même eu des pensées de regret, ouais, bien sûr. Tu vois, j'ai fait un épisode avec Shane Love, effectivement, on en a parlé, d'un podcast qui s'appelle Hello Mama, qu'elle a intitulé Le regret maternel. Mais parce qu'effectivement, je pense qu'il y a eu des moments où je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça ? C'est tellement de travail. Et j'ai évalué, je me suis amusée à évaluer. Après, toi, tu as fait l'éducation à la maison, donc ça représente encore plus de travail, je pense. Mais j'ai évalué un enfant à peu près à une 50aine d'heures de travail par semaine, tu vois. Parce que tu vois, entre le matin et le soir, c'est 2h30 le matin, 2h30 le soir, bon voilà, ou 1h le matin et un peu plus le soir. Mais bon, je me suis dit 5 heures par jour, plus 12 heures par jour le week-end. Ça, c'est parce que tu te lèves pas la nuit. Et je compte pas les nuits, voilà. Et je compte pas les nuits, tu vois. Et donc, tu vois, ne serait-ce que ça, c'est du jour au lendemain, tu te retrouves avec une charge à faire, et ne serait-ce que de mettre des heures, de compter les heures. Je me suis fait déchirer dans des posts et dans des publications parce que à partir du moment où tu commences à mettre des chiffres sur ce que ça représente le travail, les gens, ça vient les trigger quelque part. Ça vient déclencher le oui, mais tu devrais te donner inconditionnellement, etc. Oui. Mais pour en revenir à ta question qui était est-ce que dans d'autres conditions j'aurais regretté ? Je pense que même sans ces conditions-là, j'ai ressenti du regret et de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que je suis prête à assumer tout ça ? Maintenant, c'est sans que ça impacte l'amour que tu as pour ton enfant. Sans que ça impacte l'amour. Rappelons-le pour Léon, si un jour tu écoutes cet épisode, ça ne changerait à l'amour que tu as. Mais je lui expliquerai en fait. Je lui expliquerai et je pense qu'il y a des femmes malheureusement qui n'aiment pas leur enfant. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir ce problème-là. Mais c'est des tabous aujourd'hui qu'on soulève là en disant le regret maternel. Je pense que beaucoup de femmes l'ont déjà pensé. Ça ne veut pas dire que tu vas le penser toute ta vie. Ça ne veut pas dire que voilà. Mais c'est des pensées, tu vois, qui peuvent te traverser. Et moi, j'ai déjà eu ces pensées-là. Ouais. C'est bien de les accueillir. Moi, de toute façon, je pense que tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on traverse, il faut l'accueillir. Tu vois, j'ai juste précisé quand tu parlais en précisant ce qui te convient.
parce que ça convient à plein d'autres femmes et en tout cas d'autres pères, en tout cas dont je fais partie, de passer énormément de temps avec les enfants, de se réveiller la nuit, de dormir avec bébé, d'allaiter, etc. Et je le reprécise pour l'auditoire, c'est pas parce que Nina vient nous bousculer un peu dans les codes qu'on connaît, y compris les codes de maternage que moi je prône et que je vis au quotidien, qu'elle est en train de nous dire que nos choix sont mauvais. Je le reprécise pour l'auditoire, c'est pas le message. Ouais, bien sûr. Et les personnes qui choisissent de passer H24 avec leur enfant, mais franchement, c'est trop bien, quoi. Enfin, tu vois, c'est un kiff que moi, je connaîtrais probablement pas. Tu vois, quand tu m'as parlé d'éducation à la maison. Ouais, instruction à domicile. Instruction à domicile, ouais, excuse-moi. Franchement, mais j'étais là, mais c'est trop bien. Et tu vois, ma première réaction, elle a été méga positive, tu vois, parce que j'adorais adorer ça. Et la réalité, c'est que moi, ça me fait paniquer total, tu vois. Au même titre que, en fait, certaines choses que moi je vis, tu dirais, ah ouais, non, mais jamais de la life, je fais ça, tu vois. Donc ouais, non, clairement, il y a pas de jugement au travers de ça. Mon ambition, elle est juste de porter une parole au même titre qu'on puisse dire faire l'instruction à la maison, c'est génial, parce qu'aujourd'hui, je pense que malheureusement, on te met plein de bâtons dans les roues quand tu veux faire l'instruction à la maison, et c'est un vrai problème, tu vois. Et pour le coup, je l'ai vu passer, et voilà, ça me rend dingue qu'on puisse pas éduquer son enfant à la maison comme on le voudrait. Donc ça, je pense que c'est un problème sur une partie du spectre. Et sur l'autre partie du spectre, effectivement, mon ambition, elle est de dire, tu peux vouloir déléguer 80% de ta maternité et pour autant que ce soit OK, sans culpabiliser, sans te foutre en l'air parce que tu te dis, je suis pas mère, je suis pas digne des attentes que je me suis mise moi-même. Voilà, grosso modo. Thibaut était tellement un coparent génial que c'est vrai que comme j'ai monté ma boîte en même temps que j'étais enceinte, il se trouve qu'à 8 mois de grossesse, j'ai été le moment où j'explosais, quoi. Tu vois, en termes de réseau, j'étais invitée à beaucoup de podcasts, j'étais invitée partout. Et un jour, il y a une femme que j'admire énormément et qui m'a dit, Nina, je te propose un rendez-vous pour enregistrer sur un podcast. C'est un podcast génial avec, donc elle s'appelle Marie-Éloi, avec une fille que j'adore qui s'appelle Kelly Massol. Et j'étais invitée sur le même podcast. Et elle me dit, l'heure d'enregistrement, c'est tel jour, telle date. Je prends mon agenda, donc je me rappelle parce qu'on était dans les locaux de Bismart, donc à la télé. Et là, je prends mon téléphone, je regarde mon agenda. Et il se trouve qu'à ce moment-là, en fait, j'avais rendez-vous chez ma sage-femme pour cours de préparation à l'accouchement. Et je vois, je sais plus, lundi 15h, sage-femme. Et là, dans ma tête, ça fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et je me dis, et là, je la regarde avec un grand sourire, je dis, pas de souci, je serai là. Sans savoir quelle solution j'allais faire. J'envoie tout de suite un message à ma sage-femme en disant, écoutez, je suis désolée, non. Évidemment, je me suis pris la main dans le sac en train de mentir. Donc, j'ai pas du tout dit que c'était pour un truc de travail. J'ai dit que c'était un autre rendez-vous médical. Bref, j'ai menti. Et elle m'a dit, malheureusement, c'est des sessions de groupe. Et j'ai qu'un seul groupe qui progresse en même temps. Donc, je peux pas du tout décaler cette séance. Là, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, j'ai appelé Thibaut. Et je lui ai dit, écoute, Thibaut, va au cours de préparation à l'accouchement. Et Thibaut s'est retrouvé à se pointer à ce cours de préparation à l'accouchement tout seul. Et je pense que la sage-femme, c'est la première fois qu'elle voyait un mec se pointer tout seul à un cours de préparation à l'accouchement. Elle a halluciné. Mais au final, par contre, elle a l'habitude de voir des femmes venir toutes seules. Oui, non mais donc, tu vois. Et peut-être en fait, parce que ce sont les femmes qui accouchent aussi. Tu sais. Peut-être parce que ce sont des femmes qui accouchent, mais on pourrait imaginer que finalement, le rôle que les hommes vont avoir à ce moment-là pourrait être tellement important. Et puis qu'en fait, finalement, ça pourrait être eux qui ont tout le savoir et qui, au moment où ça se passe, ce soit eux qui donnent les instructions, voilà. Oui, ou après, tu vois, genre j'ai fait la session, j'ai pris des notes et je te retranscris la session. C'est ça, tu vois. Voilà, ça, oui. Donc Thibaut s'est pointé, la petite anecdote, c'est que Thibaut s'est pointé au cours de préparation à l'accouchement. Tout ça. En parlant d'anecdotes, parce que quand même, pour les gens qui nous écoutent, là on a parlé d'anecdotes, on a parlé de répartition, on a parlé beaucoup de carrière, etc. Mais est-ce que tu as aussi une anecdote ou d'un moment précis où tu as ressenti une connexion spéciale avec ton enfant malgré les difficultés maternelles que tu connais? Ouais, il y a 2 événements qui sont super importants pour moi. Le premier, c'est franchement l'accouchement. Moi, j'ai accouché par césarienne, on m'a mis mon enfant sur la poitrine et c'était si facile pour moi. À ce moment-là, c'était le moment le plus facile pour moi d'être mère, quoi. Je lui parlais. Tu vois, ça m'est venu facilement. Beaucoup plus facilement que quoi que ce soit après. Mais disons qu'à ce moment-là, les choses étaient simples. Et une des choses, je pense, qui s'est passée, où je me suis sentie très proche de mon fils, c'est il a eu de l'asthme du nourrisson et il a fait une bronchiolite quand il était tout petit. Et donc, on a passé 3 nuits à l'hôpital. Et je crois qu'à ce moment-là, et c'était pour la petite anecdote, encore une, c'est le premier week-end qu'on choisit de se faire avec Thibaut, sans Léon. Parce que début de la vie d'un nourrisson, donc on était à fond et on se dit, bon, là, c'est la grand-mère. Pour la première fois, on part 24 heures. On allait à Lille, tu vois. Donc, c'était pas hyper loin non plus. On est à Paris. On se dit, bon, allez, 1 heure de train. Wouhou. Et on part, on pose nos valises dans la chambre. Et là, ma mère nous appelle en nous disant, écoutez,
Franchement, il respirait vraiment pas bien. Je suis allée à l'hôpital. J'ai fait venir le médecin. Le médecin a dit que c'était une bronchiolite. Nous a dit d'aller à l'hôpital. Je suis à l'hôpital. Donc là, hop, demi-tour dans l'autre sens. Okay. Et on a pris le train et on s'est retrouvé à l'hôpital Necker. Et de là, on a passé 3 nuits à l'hôpital avec Léon Trousseau, finalement, à Paris, qui était vraiment un hôpital super. À ce moment-là, voilà, tous les parents qui s'inquiètent pour leur enfant, qui aiment leur enfant. En fait, à ce moment-là, parfois, il y a quand même cette pensée qui me vient de me dire, est-ce que je suis une mauvaise mère ? Est-ce que je fais mal les choses ? Est-ce que finalement, je rejette pas mon enfant en fait en refusant de faire une partie du travail parental ? Je me pose beaucoup de questions parce que j'ai peu de rôle modèle sur ça, j'ai peu de personnes qui assument de se dire bon bah ok là je délègue ou là je fais pas ça ou en tout cas qui le font publiquement. Et donc je me pose tous les jours beaucoup de questions sur ça et tous les jours j'ai l'impression de mal faire. Mais ce dont je suis sûre c'est qu'à ce moment-là, quand il allait pas bien et tout, il y a à aucun moment je me rends compte plus que je l'aime quoi. Et je me dis, bah, ok, t'aimes vraiment, vraiment, vraiment ton enfant. Et au quotidien, je sais que je l'aime. Et je lui dis tous les jours. Et voilà, et on a nos trucs ensemble. Autant je suis mauvaise à jouer avec lui et à créer des jeux avec lui, mais autant je sais que quand il va mal et quand il a besoin de soutien et d'être rassuré quand il va pas bien, bah, autant je pense et je sais que je suis la meilleure personne. C'est bien, oui. C'est déjà bien. Oui, c'est le moment où... Je pense qu'en effet, je parle aussi à mon auditoire, je pense que ton témoignage va venir secouer pas mal de fondements de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut penser, des pratiques aussi qu'on peut mettre en avant, parce qu'on est aussi dans une époque où on veut essayer de remettre un petit peu en avant justement ce travail parental et maternel et paternel qui est possible aussi, comme devant être reconnu et tout. Mais ce que tu évoquais au tout début, c'est tu te revendiques féministe. Moi, je me rappelle de cette parole de Chantal Birman dans le documentaire À la vie qui dit « Le féminisme, c'est le choix ». Et ça, je trouve ça important, c'est que tu t'es ouvert, avec Thibaut, bien sûr. Vous êtes ouvert les possibilités du choix, qui va à l'encontre de l'attendu de la société, que ce soit la société, une partie de la société capitaliste qui voudrait que les travailleurs soient parfaits, etc., mais qui vont aussi à l'encontre de la société par rapport aux mères et tout, par rapport aux stéréotypes de genre. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant. Et je pense aussi que c'est intéressant de voir comment ça a évolué, parce que du coup, quand on se parle du travail parental, là, revenons un petit peu sur cet équilibre à la maison. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on est dans le cliché, genre tu rentres chez toi, tu mets les pieds sous la table, Thibaut a son petit tablier et il t'attend avec un petit repas préparé et le bébé qui a pris son bain et qui est nickel ? Comment ça se passe ? Non. Ouais, faut savoir que je pense que c'est pas une relation qui est symétrique au sexisme. C'est-à-dire que même si aujourd'hui c'est vrai que c'est Thibaut qui s'occupe de la majorité du travail parental, la culpabilité que ça génère chez moi, en fait, un homme qui vivrait ma situation n'aurait pas autant de culpabilité générée parce que n'aurait pas été autant biberonné à l'image idyllique du travail maternel. Thibaut, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois que publiquement on est dans l'espace ou que auprès de nos proches, on parle de ce que Thibaut fait comme travail, il est encensé. Thibaut, il est encensé. À chaque fois, on dit mais qu'est-ce que c'est incroyable en fait. On appelle ça le dad blessing, hein. C'est la sacralisation des pères. Dès qu'on fait un truc, c'est incroyable. Exactement. Et moi, à l'inverse, dès que je dis écoutez les gars, je veux pas me lever pour donner un biberon, je m'en prends mais des sacs, tu vois. Le mom shaming. Vraiment. Et ça, tu vois, ça me provoque un sentiment d'injustice et c'est super dur. Donc, de toute façon, la situation, même si aujourd'hui Thibaut assume une grande partie du travail parental, de toute façon, la situation, elle n'est pas symétrique. Parce que ce que je vis en tant que mère à occuper ce rôle intérieurement, j'ai beaucoup plus de culpabilité, c'est beaucoup plus difficile et c'est vraiment, je dois dépasser beaucoup d'obstacles que si la situation était inversée, qui finalement est la situation par défaut qui est connue et voilà. Et comment tu fais comment tu deals avec cette culpabilité alors concrètement ? Est-ce que tu as des vraies stratégies pour quand tu sens qu'elle est là, qu'elle arrive, que ça te pèse un peu ? Est-ce que tu as des vraies stratégies pour rester dans le bien-être quand même ? Déjà, j'ai un entourage qui est très supportif. Les personnes autour de moi sont conscientes de mes choix, de nos choix, et le respectent. Et finalement, j'ai un entourage qui est OK. Et si la personne n'est pas OK, j'écarte. Les choix que je fais sont tellement radicaux et tellement différents de ce qu'on peut voir que ça attire autant que ça repousse. Donc là, probablement que les gens qui nous écoutent, ils vont se dire ah putain, Nina, elle est géniale. Je pense que la réaction va être assez clivée dans l'auditoire. Voilà, soit Nina, j'adhère pas du tout, ouais. Ça m'est insupportable d'écouter ça. Et donc l'avantage, c'est que quand tu provoques ce genre de réaction, les gens qui viennent près de toi sont des gens qui adhèrent quand même, soit à ce que tu dis, soit qui sont OK, qui sont prêts à protéger ce que tu dis avec toi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je fais, c'est que j'écris beaucoup. C'est mon métier. Quand je vois une situation que je trouve injuste ou un choix que je fais qui est un choix fort, je prends la parole pour le dire. Et donc, notamment, moi, je le fais beaucoup sur LinkedIn et aussi sur Instagram. Et donc, je crée du contenu. Et créer du contenu, ce qui est intéressant, c'est que tu plantes un drapeau. Donc, on a parlé des commentaires négatifs tout à l'heure en disant que j'en avais reçu beaucoup.
Mais ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a aussi beaucoup de commentaires de personnes qui me disent « moi, je vis exactement la même chose ». Et finalement, quand tu reçois des messages de personnes qui te disent « moi, je vis exactement la même chose », tu reçois ce qu'on appelle de l'empathie. Et l'empathie, c'est très utile pour le cerveau humain parce que ça te permet aussi de beaucoup diminuer la culpabilité, parce que la culpabilité, elle est liée à la honte. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu culpabilises, tu as honte de ce que tu fais, de ce que tu ressens. Et finalement, avoir quelqu'un en face de toi qui te dit « moi aussi, je ressens ça et je te comprends », et bien ça, finalement, ça te crée aussi, ça te rassure beaucoup. Donc ça, c'est une des manières de me rassurer. Et l'écriture a une troisième vertu qui est d'être quelque chose de très thérapeutique. Et donc, quand tu écris, c'est une manière de mettre à distance tes émotions. Tu les poses sur le papier que tu désolidarises de ton cerveau. Tu comprends, tu envoies le signal à ton cerveau que tu n'es pas tes pensées. Et en écrivant, tu te dis tu n'es pas tes pensées. Et pour les personnes qui nous écoutent, il y a une pratique qui m'a beaucoup aidée, qui sont ce qu'on appelle les pages du matin. Les pages du matin, c'est un principe qui a été développé par Julia Cameron dans son livre qui s'appelle « Libérez votre créativité », qui a plein de choses qui sont pas géniales, mais cette pratique-là, c'est un peu la pratique phare et que moi j'ai bien aimée. Elle t'encourage tous les matins à prendre un carnet et à écrire 3 pages manuscrites. Il n'y a aucune manière de bien faire les pages du matin. Il faut juste écrire 3 pages. Tu as le droit de donner tes émotions, tu as le droit de dire que tu n'es pas content, tu as le droit de dire que tu es content, tu as le droit d'inventer des histoires, tu as le droit de faire des dessins, tu as le droit de raconter une histoire sur ce que tu vois autour de toi. Tu as le droit de tout faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas finir par parler de tes pensées et parler de tes émotions et tu vas vider ton sac. Et ça a plusieurs vertus, mais notamment de mettre à distance tes émotions, de les traiter et aussi de les poser sur le papier pour que ton cerveau soit disponible pour la fin de ta journée. Et donc, c'est une pratique qui m'a énormément aidée dans la gestion des émotions. Et dernière chose sur la culpabilité, et d'ailleurs j'encourage les personnes qui pourraient ressentir ça à le faire, c'est aller voir quelqu'un, en fait, un professionnel. Moi, je vais voir une psy depuis que Léon il est né. Ah oui. Pas parce que je vais pas bien, tu vois, mais parce qu'en fait, je pense que déjà, avoir un soutien, que toutes les mères puissent avoir un soutien, et les pères, hein, mais avoir quelqu'un à qui parler, c'est génial. Tu vois, de l'ambivalence de la maternité. C'est j'adore être mère et en même temps c'est horrible. Et de vivre avec ça au quotidien, moi, tu vois, je trouve que c'est hyper important, ouais. Je peux que te rejoindre, moi, dans ce deuxième postpartum, aussi parce que ma compagne, elle était, elle, aux prises avec ses émotions et tout. J'ai pris rendez-vous chez une psy parce que j'avais des choses à déposer. En connaissance de cause, par mon métier aussi, de me dire, je vais le faire avant que ça commence à aller mal. Et je l'ai fait juste avant, et tant mieux, tu vois, j'ai déposé le truc, et hop, je peux passer à autre chose. Et je pense que c'est très intéressant ce que tu soulèves, parce que en France, on a une vision très allopathique du soin global, même en santé mentale, où il faut attendre d'aller mal pour s'occuper de soi. Et même la pratique de la santé mentale, je pense que c'est bien de faire un peu de prévention quand même. Et la dernière chose qui m'a aidée, c'est aussi de lire des livres. On en a cité pas mal depuis le début, parce que je pense qu'on a ce point commun d'aimer lire et d'aimer se documenter. Moi, j'ai lu Anna Roy, voilà, forcément sur le postpartum. J'ai lu des livres sur le regret maternel. J'ai lu Inanna Wiesmann aussi sur le postpartum. J'ai écouté des récits d'autres femmes. Je me suis beaucoup ouverte à des récits qui sont des récits alternatifs, en fait, qui sont des récits, d'ailleurs il y en a beaucoup dans les podcasts, qui sont pas le mainstream de ce que tu peux voir à la télé, où on en parlait au début, de la femme qui donne du lait, qui prépare son lait ou qui allait, et puis tu sais, qui est genre, tu sais, avec une musique toute douce, et puis tu vois, qui est toute belle, et puis tout va bien, et puis qui sourit, qui adore voir ses enfants arriver dans son lit, et puis qui est toujours trop bien habillée, trop bien coiffée, trop bien maquillée. Sortir un petit peu de ces discours-là, même si évidemment il y en a d'autres qui sont en train d'être créés, mais les femmes qui osent avoir d'autres discours aujourd'hui, c'est pas la majorité, et elles s'en prennent encore plein la gueule, je sais, j'en fais partie, mais autour de moi, il y a plein de créatrices de contenu qui sont dans ce cas-là. Donc, me rapprocher aussi de personnes qui lire des récits qui sont différents, qui sont des manières alternatives de voir les choses. Et c'est peut-être pas 100% de ce que toi, tu as envie de faire, mais au moins voir quelqu'un qui s'autorise à faire autre chose, qui s'autorise à faire l'école à ma maison, qui s'autorise à... franchement, tu dis, OK, je vais arrêter d'essayer de rentrer dans les rangs et je vais essayer de créer un modèle alternatif qui me corresponde, qui est peut-être pas exactement l'escalator, qui est peut-être les escaliers, peut-être un peu les escaliers, un peu les ascenseurs, peut-être que je vais me casser la gueule, mais au moins, tu arrives à créer une réalité qui, tu espères, et tu essayes de te faire correspondre. Ouais. Tant qu'on est dans les ressources, je me permets de rajouter sur la plateforme On Suzanne, créée par Eve Simonet, les documentaires postpartum au Big Bang Baby, qui sont vraiment hyper intéressants sur ces sujets-là. Et aussi, bien sûr, sur Instagram, vous pouvez retrouver l'association Maman Blues, qui est vraiment intéressante pour créer des liens là où il y en a besoin. Du coup, Nina, toi, t'es copywriter. C'est ton expertise, communication, copywriting. Comment est-ce que cette expérience personnelle, alors déjà, est-ce que ça a influencé ton approche professionnelle, la façon de créer du contenu, et si oui, comment? Pour les personnes qui nous écoutent, peut-être copywriting, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'art de vendre avec les mots, donc de vendre au sens large du terme, au sens de créer de l'engagement. Donc, c'est une discipline du marketing qui consiste à comment tu fais passer un message
à un maximum de personnes sans être dans la même pièce qu'eux. Globalement, c'est ça. Okay. À l'écrit. C'est une grosse compétence quand même. Ouais. C'est une grosse compétence. Il y a plusieurs choses. Encore une fois, moi, j'ai cette compétence-là. Et je me suis dit, je suis assez engagée. Je pense qu'on vit dans un monde pas suffisamment égalitaire. Donc, je me suis dit, bon, ok, cette compétence, je vais la mettre au service du monde auquel je crois, c'est-à-dire un monde plus égalitaire. Et donc, je me suis mise aussi à former les femmes, effectivement, à l'écriture, mais pas de manière anodine. Parce que je me suis dit, ok, si je forme des femmes à créer du contenu, si je forme des femmes à porter leur voix, eh ben, on aura autant de discours différents. Et c'est ce qu'on prône depuis tout à l'heure, tu vois, ensemble. C'est de se dire que malheureusement, aujourd'hui, la communication, elle est détenue par une poignée de personnes. La communication, à l'époque, aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère. On est dans l'ère des créateurs de contenu. On peut être n'importe qui, entre guillemets, écrire du contenu sur Internet, tu vois, de manière assez large. Alors qu'avant, il fallait avoir des médias, il fallait, tu vois, donc c'est comme ça qu'en fait, on est arrivé à une certaine vision unique du monde, de la maternité, tu vois. C'est parce qu'en fait, il y a peu de gens qui pouvaient donner leur manière de vivre les choses. Et aujourd'hui, au travers d'autres médias alternatifs, comme celui que tu proposes, tu vois, eh ben, on peut créer des visions différentes du monde, des visions différentes de la maternité. Et donc, moi, ce que j'ai voulu faire, au travers du métier que je fais, c'est-à-dire enseigner aux femmes à prendre la parole et à créer du contenu, eh ben, j'ai voulu que toutes ces femmes-là puissent raconter autant de manières de vivre leur maternité pour aider autant de femmes à se dire, OK, en fait, je suis pas toute seule à vivre cette galère. OK, en fait, je peux faire ça. OK, je peux faire l'école à la maison. OK, je peux faire ça. OK, je peux ne pas m'occuper de mon enfant. Et c'est OK. OK, je peux laisser mon mec faire ça. OK, je peux culpabiliser. Et finalement, j'en ai fait mon métier. Et donc, pour répondre à ta question qui est, en quoi ça a impacté? Tout. En fait, c'est ma raison de faire mon métier aujourd'hui, c'est d'aider un maximum de femmes à créer. Et même si elles n'ont pas confiance en elles, les femmes, elles se font couper la parole 2 fois plus souvent que les hommes. Les femmes, elles ont plus le syndrome de l'imposteur. Elles ont peut-être, tu vois, dans la cour de récré, le terrain de foot, il prend toute la place. Et puis les filles, elles sont dans le coin en train de jouer à la marelle et à la corde à sauter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on apprend aux hommes à investir l'espace public beaucoup plus facilement. Et donc, l'idée, c'est de se dire aussi que comment est-ce que plus on aide les femmes à investir l'espace public et plus aussi elles pourront raconter leur récit. Et donc, finalement, ouais, c'est devenu un peu ma philosophie. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, qui est intéressante, c'est que moi, j'ai un peu appliqué le principe que les Américains appellent le build in public. Donc, build in public, il s'agit de construire en public ta boîte. Donc, notamment les Américains qui disent, voilà, j'ai testé ça, ça a échoué, j'ai testé ça, ça a marché. Et l'avantage quand tu fais ça, c'est que les gens te suivent et c'est un peu le voyage du héros, quoi. Il a galéré, puis au bout d'un moment, il finit par y arriver. Ça doit générer un certain engagement aussi. Voilà. Et en fait, voilà, c'est ça. Ça génère de l'engagement, tu en racontes l'histoire, etc. Et c'est un peu l'effet Ikea, quoi. C'est en fait, tu vois la personne, tu construis le truc en même temps que la personne, et puis du coup, t'es encore plus attaché à ton meuble parce que toi-même, tu l'as construit et que t'as passé 3 heures à le construire. Là, c'est un peu la même chose. Et donc, moi, j'ai décidé de construire en public ma maternité, parce que j'ai voulu créer des récits différents. Et aujourd'hui, sur Instagram notamment, beaucoup de vidéos que je fais parlent de ma maternité. Et pour moi, c'est pas parfait ce que je fais. Et quand j'ai des doutes et que je traverse, je les dis. Je suis ouverte en fait sur le sujet et je suis transparente. Et disons que ce que ça m'a généré, c'est beaucoup de positif finalement. Là, on a parlé de négatif avec les haters et tout, mais c'est beaucoup de positif parce que il y a des personnes que ça inspire, il y a des personnes que ça aide et que moi-même finalement, je me sens encore mieux d'en parler. Donc voilà, globalement, en quoi mon métier a un peu joué sur ma maternité, mais c'est vrai que quand tu vois, et même sur LinkedIn, parce qu'on a parlé d'Instagram et je sais que toi, tu es présent beaucoup dessus, mais moi, je l'ai fait sur LinkedIn, j'ai 120 000 abonnés, 110 000 abonnés sur LinkedIn. Oui. Ouais, ça commence à faire. Et un espace qu'on pourrait imaginer pas du tout professionnel. Un sujet qu'on n'imagine pas du tout professionnel dans un espace très professionnel. Et ça fait partie des choses contre lesquelles je lutte. Je lutte contre le fait de devoir séparer le pro et le perso. Parce qu'en fait, quand tu reviens, que ton gamin, il a été à l'hôpital, qu'il a été malade, que machin, t'arrives, t'as des cernes comme ça, ton boss, il dit non, mais il n'y a pas la place aux émotions. Moi, je suis contre ça. Et donc, importer sur LinkedIn, et d'ailleurs, je fais des trucs sur LinkedIn, à l'époque, personne ne faisait ça, mais je parlais de maternité, je parlais de fausse couche, je parlais d'avortement, je parlais d'allaitement sur LinkedIn, là où les gens, mais ça les faisait paniquer parce qu'ils disaient, mais c'est pas du tout l'espace. Et moi, j'étais là à dire aux patrons des codires, là, parce qu'en fait, c'est eux qui sont sur LinkedIn, finalement. Non, mais les gars, en fait, on va s'occuper de ce sujet, on va s'en occuper tous ensemble. Et moi, je vais vous mettre ce contenu sous les yeux parce qu'il faut que vous le voyez. Il faut arrêter d'être cloisonné à dire aux salariés, aux employés, OK, tu viens, mais par contre, tous tes problèmes de parentalité, tu les laisses de côté. C'est pas possible. Et donc, c'est une manière aussi d'impliquer et d'importer le privé et l'intime dans des espaces professionnels là où ils devraient être traités. Amen. non, mais je peux que te rejoindre. J'ai connu ça aussi en entreprise. Moi, quand j'ai commencé à travailler, on m'a dit ta vie perso, elle reste à la porte du magasin, du restaurant, etc. Dans tous les boulots que je faisais, jusqu'à ce que je sois moi-même en responsabilité et que je me dise,
Ça, moi, je l'ai mal vécu. Je ne refuse que sous ma responsabilité, les gens vivent ça. Et c'est vrai qu'on me regardait un peu bizarrement, quoi. Mais c'est vrai que c'est hyper important. Mais comme l'allaitement, finalement, le fait de faire des salles d'allaitement qui soient dédiées aux femmes, c'est un truc qui est assez récent, quoi. Tu vois, on s'est dit, on va arrêter de faire en sorte qu'elles tirent leur lait aux toilettes, quoi. Tu vois. Déjà, le simple fait, alors avoir une salle, c'est important, sachant qu'il y a des obligations légales. Hein, je le rappelle pour les personnes qui nous écoutent. Hein, à partir du moment où il y a un CSE, donc au-delà de 49 ETC, pour une boîte, il doit y avoir une salle d'allaitement prévue. En tout cas, quelque chose qui est disponible et un frigo pour garder le lait au frais. Mais moi, j'aimerais surtout qu'on commence par appliquer la loi, c'est-à-dire qu'on laisse les femmes tirer leur lait 2 fois 30 minutes si elles le souhaitent. Et c'est marrant parce qu'on en parlait avec un autre invité récemment, c'est qu'il y a aussi des grands trucs qui sont dingos, c'est que ce temps-là pour tirer le lait n'est pas rémunéré. Par contre, si tu as fumé ta clope, t'es rémunéré. T'es rémunéré pour te pourrir la vie, mais pas pour aider à garder ton bébé dans certaines conditions. C'est dingo, tu vois. Quand on y pense, c'est dingue. Oui, parce qu'il y a cette phobie, en fait. Je pense qu'il y a cette phobie de se dire qu'on va accepter que les gens sont des humains et pas des machines à produire. Tu vois, c'est un peu en effet du capitalisme, effectivement. Bien sûr. C'est cette idée de productivisme. Dans la maternité, en fait, il n'y a peut-être pas, tu vois, de productivité. Oui, il y en a qui pourraient te dire, oui, mais moi, je sais que j'en avais parlé avec des syndicats et un responsable syndical m'a répondu, oui, et les hommes alors, du coup, comme ils allaitent pas, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est pas le sujet. C'est clair. Enfin, on n'est pas égalitariste, il y a des différences biologiques qui sont là. L'idée, encore une fois, c'est que l'entreprise puisse aussi s'adapter aux choix de ses salariés. Mais je pense que les entreprises, avec les nouvelles générations, comprennent qu'il y a quand même des choses qui vont devoir évoluer et c'est important de porter ce sujet parce que ce qui évolue, comme toujours, malheureusement, et c'est là où il faut faire attention quand on parle d'engagement féministe, c'est que ce qui évolue prioritairement, ce sont les engagements féministes qui vont apporter des bénéfices aux femmes comme aux hommes. Par exemple, mais même dans la société, tu vois, par exemple, les hommes qui défendent l'avortement, c'est très bien de défendre l'avortement, mais il faut aussi défendre les sujets dont on ne bénéficie pas, parce que l'avortement, ça bénéficie aussi aux hommes. Bien sûr. Il ne faut pas se mentir. Bien sûr. Et en fait, il y a combien d'hommes qui défendent des sujets, et donc combien de chefs d'entreprise aussi, ou de RH, qui sont prêts à s'engager sur des sujets qui bénéficient uniquement à celles qui sont en souffrance, aux femmes, tu vois. C'est une approche qui est un petit peu plus audacieuse que ce qu'on peut voir malheureusement un peu partout, mais on y viendra. Ouais, après moi, tu vois, personnellement, tous mes sujets sont majoritairement dédiés aux femmes, en fait. Tu vois, je m'adresse qu'aux femmes, et souvent, c'est une critique qui m'est faite. En me disant, Nina, et notamment, moi, je travaille en non-mixité. Et c'est vrai que dans les choses que j'organise, les hommes cis sont pas acceptés, en fait, tu vois. Et c'est un sujet, mais auquel je suis régulièrement confrontée. Et en fait, la réponse que moi, je peux y apporter, c'est, en fait, aujourd'hui, on vit dans une société qui est inégalitaire et on est obligé de créer ces espaces et faire tout ça parce qu'on vit dans un monde qui est inégalitaire. Et le jour où on vivra dans un monde où on sera 100% égalitaire, peut-être qu'on en rediscutera, tu vois. Et puis encore une fois, si tu veux, c'est pas parce qu'on va aller au même endroit qu'on va prendre le même chemin. Moi, c'est un truc que j'ai l'habitude de dire. Et que la non-mixité choisie, non-mixité choisie, c'est un chemin qui permet de générer des réflexions autres, de générer des nouveaux chemins. Ça veut pas dire que les chemins vont pas se recroiser à un moment. Ça veut pas dire que Nina Ramen, dans 3 ans, tu vas pas peut-être avoir toujours des espaces de non-mixité, ou peut-être créer d'autres espaces de partage en mixité, parce qu'à un moment, il va bien falloir que les chemins se recroisent. Mais ça aussi, il faut l'entendre, je veux dire. Et effectivement, mon contenu, quand on me dit, Nina, tu donnes beaucoup de contenu gratuit, c'est vrai que tout ce que j'enseigne, je le donne gratuitement. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent se permettre de se payer mes formations. Et il y en a d'autres pas du tout, tu vois. Et donc je dis, 100% de ce que je donne, c'est gratuit. Et c'est dédié aux femmes, parce que c'est elles qui en ont le plus besoin, tu vois. Je te rejoins à 100% là-dessus. Pour le coup, je pense qu'on est super alignés. Et effectivement, je suis d'accord avec toi qu'il y a certaines choses qui doivent être faites que pour les femmes, sans forcément bénéfice pour les hommes. Alors, Nina, pour conclure, si tu devais avoir une leçon, la leçon la plus importante que tu as apprise de cette expérience de maternité, avec cette répartition, avec cette culpabilité aussi, et comment cette leçon influence ton approche de la vie, du travail aussi aujourd'hui? Je pense qu'il y a plusieurs leçons. La première, c'est que les luttes féministes et d'égalité, elles se font dans l'intime aussi. C'est pas qu'une histoire de droit sur le papier, égalité sur le papier, mais que c'est aussi cette idée de se dire que les luttes, elles se font dans l'intime, dans l'espace privé, et négocier la répartition du travail est déjà un acte d'égalité. Et pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être que pour vous, vous avez envie de faire X, Y, Z dans votre parentalité. Et ne serait-ce que initier la conversation de il y a un enfant qui est là, qui arrive, ça représente 50, 100 heures, peu importe, on s'en fiche, de travail. Comment est-ce qu'on se répartit ce travail? Déjà, rien que ça est un acte
d'égalité, en fait, d'essayer de tendre vers une égalité. Parce qu'on ne peut pas atteindre une égalité si on n'accepte pas de compter un moment. Et en général, par défaut, quand on compte pas, c'est souvent la nana qui se récupère avec tout le taf, tu vois. On est d'accord. Par défaut. Mais on peut travailler là-dessus en se disant, voilà ce qui nous attend, voilà les tâches qui nous attendent, voilà les heures qui nous attendent, comment est-ce qu'on répartit ce travail. Et rien que ça, c'est déjà une manière de lutter. Et forcément, à partir du moment où on arrive à répartir les tâches du foyer, quelles qu'elles soient, peu importe ce qu'on choisit, on commence déjà à initier un processus de réduction des inégalités. Parce qu'on conscientise. Et la première étape, c'est déjà de conscientiser et de faire ce qu'on fait en conscience. De se dire, là, je suis OK de prendre cette partie-là, et là, je suis pas OK. Et juste de négocier, en fait, et de discuter. Et se dire, ça se fera naturellement, et je veux pas en parler, et si, et ça, c'est probablement la meilleure manière de reproduire ce qu'on connaît déjà. Donc ça, pour moi, c'était une des plus grandes leçons. L'implicite, c'est le plus grand ennemi de l'égalité. Exactement. L'implicite est le plus grand ennemi de l'égalité. Et c'est pas parce que tu comptes que tu es une mauvaise mère. C'est pas parce que tu comptes que tu es un mauvais père. C'est aussi tendre à inverser aussi. Et attention, je préfère préciser aussi, c'est pas parce qu'on compte qu'on doit forcément faire du 50-50. Bien sûr. On peut compter et se rendre compte que il y a un déséquilibre, mais peut-être que ça va se retrouver sur la charge financière du foyer, peut-être que ça va se dire que là, les équilibres, ça ne va plus, peut-être que pendant un temps, on va déléguer. Ça ne veut pas dire qu'on doit pas être... Enfin, moi, je ne suis pas égalitariste jusqu'au bout des ongles. Moi non plus. Mais je pense juste que, comme en entreprise, en fait, quand on pilote un projet, on a besoin de donner. Et quand on veut piloter l'égalité, la parité dans son foyer, on a besoin de donner. Et donc, à un moment, il faut se poser pour récolter des données. Et ça évite aussi je fais ça, mais tu ne t'en rends pas compte. Et tu vois, tout le travail qui est invisibilisé, le travail des femmes notamment, voilà, qui est invisibilisé, qui est ah oui, mais il fait tout ça, mais il se rend pas compte de tout ce que je fais. Donc voilà. Donc ça, pour moi, c'est assez important. Dis-lui tout ce que tu fais, écrivez-le. Ouais, voilà. Donc ça, c'est vraiment un super travail à faire, une première grosse prise de conscience. La deuxième prise de conscience, je pense que ça a été avoir un congé parental de même durée changerait la vie. Mais vraiment, et ça, tu vois, ça me donne des frissons rien que d'en parler. Je réfléchis à ça et je me dis, mais moi, si j'avais une seule mesure à mettre en place, j'étais présidente. Vraiment, tu vois, le congé paternel et maternel, je le ferais de même durée parce que je pense que ça change, mais radicalement la donne. Voilà, parce que quand on a un des deux qui garde l'enfant à 100% du temps, en fait, il devient plus compétent. En devenant plus compétent, il va se mettre à faire tout le temps la même chose. Il va devenir encore plus compétent. Et l'autre, en fait, va pas pouvoir monter en compétences, et etc. Et que ça s'accélère. Et on voit que, et là, je relie beaucoup à la carrière parce que j'ai beaucoup parlé de travail aussi parce que, aujourd'hui, la liberté, elle passe aussi par la liberté, par le fait d'avoir de l'argent, malheureusement. On ne vit pas dans le monde dans lequel moi j'aimerais qu'on vive, mais aujourd'hui, on vit dans un monde où la liberté passe par l'argent. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand les femmes en fait ont des enfants, ce qu'on a constaté dans les graphiques, c'est que les inégalités de salaire, elles commencent à se créer non pas au début des carrières, non pas à l'embauche, mais elles se créent à partir du moment où les femmes ont des enfants. Et ça mène à réflexion sur comment est-ce qu'on peut modifier l'intime et le privé pour qu'on n'en arrive pas à là dans leur carrière. Parce que c'est elles qui prennent la majorité des mi-temps. C'est pas qu'elles sont moins bien payées. Enfin, elles sont moins bien payées, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi lié au fait qu'elles font des mi-temps, que du coup, elles passent à côté des opportunités pro et donc elles sont moins bien payées. En fait, c'est la cause de pourquoi elles sont moins bien payées, parce qu'elles ont plus de mi-temps, parce qu'elles passent à côté des trucs le soir qu'on fait, les apéros, les trucs, les machins, etc., parce qu'elles portent la charge parentale. Et donc forcément, ça joue. Donc ça, c'est la deuxième leçon. Et la troisième leçon que j'en tire, c'est aussi plus on créera de récits différents de la parentalité de manière générale, que ce soit des pères et des mères, parce que moi j'adore avoir des pères aussi qui peuvent raconter leur parentalité. C'est parce que j'ai un super allié à la maison, comme toi tu peux l'être aussi, qui assume leur part de parentalité et qui valorise ça, parce que dans la société aussi, on valorise beaucoup l'homme viril qui va aller bosser et pas du tout l'homme au foyer ou l'homme à la maison qui va s'occuper de son enfant. Et parce qu'on a des récits d'hommes et de femmes qui prônent une parentalité qui soit différente, on va aussi réussir à collectivement s'en sortir. Toujours en termes de ressources, par rapport à ta leçon numéro 2, je renvoie les gens vers le très très bon livre de Violaine Dutrot, Maternité, paternité, parité, sur le congé paternité. Je ne peux que te rejoindre, ça soutient la proposition de parents et féministes dont je fais partie. Et sur les récits, oui, c'est important. C'est aussi important de comprendre d'où on vient. Moi, j'ai sorti en juin dernier une bande dessinée qui s'appelle Papa Sapiens et qui retrace l'histoire de la paternité. On tire des leçons de ça. Et voilà, c'est facile à lire. Je vous invite aussi à la consulter. Merci beaucoup, Nina, pour tout ça. Merci à toi, c'est vrai que c'est vraiment super. À très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.